Et nous quittons le Venezuela pour évoquer la politique, mais la politique française et plus précisément la droite, puisque c'est principalement la droite qui a fait l'actualité ce week-end, notamment avec l'investiture de Valérie Pécresse pour la présidentielle, pour porter les couleurs des Républicains. La base militante avait placé au second tour Valérie Pécresse et Éric Ciotti, autrement dit un candidat qui était probablement porteur de l'offre la plus droitière de toutes les candidatures des Républicains. Finalement, donc, c'est Valérie Pécresse qui a été choisie pour représenter les Républicains à la prochaine élection présidentielle, où se situe la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Elle se présente comme une réformatrice expérimentée, ce qui a constitué l'épine dorsale du sarkozysme la soutient volontiers, mais on remarque que son programme rappelle beaucoup celui de François Fillon en 2017. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jacques de Saint-Victor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du droit et des idées politiques, professeur des universités à Sorbonne Paris-Nord, et on vous doit notamment les antipolitiques publiés chez Grasset. Et puis à côté de vous, Ludovic Vigogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion et on vous doit Tout restera en famille aux éditions Fayard. Ludovic Vigogne, s'il fallait essayer de classer Valérie Pécresse dans le spectre de la droite et des Républicains aujourd'hui. Vous le disiez, Guillaume, je crois qu'elle est vraiment dans le sillage de François Fillon. Elle reprend les mots de l'ancien candidat de 2017, estimant qu'elle portait un projet de rupture de droit d'assumer. C'est exactement ce que disait François Fillon à l'époque. Elle a à ses côtés des hommes qui ont fait la campagne de François Fillon, Patrick Stefanini en premier lieu, son directeur de campagne. Il ne faut pas oublier que, outre sa fonction stratégique, sur le fond, Patrick Stefanini avait déjà inspiré les mesures migratoires de François Fillon en 2017. Elles sont à peu près les mêmes que celles aujourd'hui énoncées par Valérie Pécresse. Patrick Stefanini est un vrai spécialiste de ces questions. On trouve également dans son équipe Igor Mitrofanov, l'ancienne plume de François Fillon, qui est aujourd'hui sa plume. En 2016, lors de la primaire, Valérie Pécresse avait soutenu Alain Juppé. Elle le faisait par tactique, estimant que c'était lui qui pouvait l'emporter. Mais humainement, doctrinalement, elle était beaucoup plus proche de François Fillon. C'est aujourd'hui dans son sillage qu'elle s'inscrit. Est-ce qu'elle représente une sensibilité moyenne au sein des Républicains, Valérie Pécresse ? Elle correspond à l'évolution de la droite depuis Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy, en 2004, met fin au magistère de Jacques Chirac. Il muscle le discours de la droite, il s'empare davantage des questions régaliennes, il y introduit des concepts tels que celui de l'identité. Et depuis 10 ans, ce mouvement n'a cessé de se renforcer. François Fillon, je l'ai dit, Laurent Wauquiez par la suite, quand il deviendra président des Républicains, accentueront, creuseront encore un peu plus ce sillon. Et Valérie Pécresse, même si elle a eu des désaccords stratégiques, on y reviendra peut-être avec Laurent Wauquiez, aujourd'hui se situe clairement dans cette évolution de la droite. Je vous propose d'ailleurs de l'entendre. Elle était interrogée sur TF1 samedi par Anne-Claire Coudray, quelques heures donc après sa victoire. Je vais rassembler évidemment tous mes amis de droite. Et Éric Ciotti aura toute sa place dans ma campagne, comme Xavier Bertrand, comme Michel Barnier, comme Philippe Juvin, parce qu'ils représentent des sensibilités qui sont très complémentaires. Et ça fait une formidable équipe de France. Mais au-delà, je vais aller parler aux Français, à ceux qui s'abstiennent, à cette France des ronds-points, à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, à ceux qui ont peur pour leur sécurité, pour leur mode de vie. Je vais aller leur parler parce que nous avons des solutions. Vous savez, les diviseurs n'ont jamais été les sauveurs de la France dans l'histoire. Donc je ne crois pas que les extrémistes aient la solution. Je crois que l'alternance à Emmanuel Macron, qui a emmené notre pays dans le mur de la dette, dans le mur des impôts, dans le mur de l'insécurité, eh bien, cette solution, elle est à droite aujourd'hui. La voix de Valérie Pécresse était donc ce week-end après son investiture. Ludovic Vigogne peut-elle aujourd'hui rassembler la droite ? C'est un sacré défi qu'a devant elle Valérie Pécresse.
Évidemment, sa mission, c'est de faire gagner la droite, lui faire retrouver le chemin de l'Élysée, 10 ans après que Nicolas Sarkozy en soit sorti. Mais elle a, avant cela, au minimum, une première mission qui est de qualifier la droite pour le second tour de l'élection présidentielle. Elle en a été chassée pour la première fois de son histoire en 2017. Et tout le monde aujourd'hui, du côté des Républicains, est bien conscient que si Valérie Pécresse n'y parvient pas, le parti n'y résistera pas et que cela explosera. La difficulté de Valérie Pécresse, c'est qu'elle est prise dans un étau. D'un côté, Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse depuis 2017 de s'adresser à la droite modérée. Qui pourrait passer pour un candidat, je ne sais sur pas. certains plans, oui, qui n'a eu de cesse d'essayer d'essayer d'asphyxier les Républicains. Et puis de l'autre côté, Éric Zemmour, qui est venu percuter les Républicains sur son flanc droit et qui est une offre électorale particulièrement dangereuse parce que s'il y avait déjà sur ce côté-là la menace de Marine Le Pen, Éric Zemmour a une petite différence. Si sur les questions régaliennes, identitaires, il peut séduire une partie de l'électorat LR, il peut aussi l'attirer sur les questions économiques. Marine Le Pen n'a jamais séduit une partie de l'électorat LR, notamment âgé, parce que ses propositions économiques n'étaient pas jugées crédibles. On se souvient, elle plaide notamment pour la retraite à 60 ans, alors que l'électorat LR préfère le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Et donc, ça modérait, ça empêchait une certaine frange de l'électorat LR de basculer vers elle. Et Éric Zemmour, lui, a un discours beaucoup plus libéral. Hier, à Villepinte, il reprenait des propositions qu'avait défendues Éric Ciotti durant le congrès qui vient de se passer. Et donc, ça, c'est une menace qui est bien plus prégnante, bien plus dangereuse pour les LR. Jacques de Saint-Victor, votre point de vue justement sur ce que représente cette candidature, s'agit-il d'une évolution? Je ne pense pas que l'on puisse véritablement parler de rupture, mais c'est vous qui allez nous le dire. En ce qui concerne Valérie Pécresse, non, mais je crois que ce qui a été dit est tout à fait correspond parfaitement à ce qu'on peut observer vu de l'extérieur, si vous voulez, d'un point de vue historique. Bon, indéniablement, il y a eu un changement dans cette tradition de droite, enfin de droite modérée, comme on dira, avec Nicolas Sarkozy. C'était la droite décomplexée, il y avait une tentative de rupture. Maintenant, la question que vous me posez par rapport à une candidate, c'est aussi une question de style, si vous voulez. C'est de savoir si Valérie Pécresse, dont les idées, on les a notées, se sont un petit peu durcies, notamment sur le plan de l'immigration, sur le plan sociétal, est-ce qu'elle arrivera à les incarner véritablement par rapport à d'autres candidats que vous mentionniez notamment Éric Zemmour. Il faut pas oublier qu'elle avait appelé à voter pour Emmanuel Macron, ce qui évidemment, s'il y avait un deuxième tour avec Emmanuel Macron, serait plus délicat à défendre. Et puis, d'un point de vue plus sur la longue durée, elle se réclamait beaucoup du chiracisme, qui aujourd'hui correspond plutôt à une sensibilité centriste dans le paysage politique. Et donc, c'est délicat. Si vous voulez, moi, si j'avais un mot à lui attribuer, je dirais qu'elle reste encore quand même dans ce qu'on pourrait appeler un libéralisme managérial qui a tendance, eu égard aux circonstances, à se durcir sur le plan des questions régaliennes et des questions sociétales. Mais ça veut dire que si on prend la droite sur le temps long, puisque c'est ce que vous avez fait dans plusieurs de vos ouvrages, Jacques de Saint-Victor, est-ce qu'on a affaire à une droitisation de la droite? Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être dit? Oui, ça c'est indéniable. Je crois qu'on revient, enfin, pas avec Valérie Pécresse, mais avec notamment la candidature d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, même si Marine Le Pen aussi a mis un peu d'eau dans son vin sur certaines questions. Mais disons, pour l'électorat, on assiste un peu à un retour vers certains fondamentaux traditionnels de la droite. Vous savez, on a l'habitude de classer la droite en trois grandes sections, qui ne me semblent pas toujours très pertinentes, mais j'essayerai de développer bonapartiste, légitimiste et orléaniste. En réalité... Bonapartiste, on voit aujourd'hui qui pourrait l'être. Voilà, absolument. Mais je voudrais revenir. En fait, vous voulez pas nous le dire? Non. Je voudrais juste préciser pourquoi qu'on perde notre temps. En réalité, ces mots ont plutôt introduit de la confusion dans l'analyse de la droite. Mais il y a bien trois sensibilités. Il y a une sensibilité, si vous voulez, de droite traditionnelle, culturelle, que l'on retrouve dans plusieurs formations et chez plusieurs personnes indistinctement. Il y a en revanche une tradition plutôt libérale,
que l'on a vu beaucoup triompher dans les années 90-2000, notamment avec Sarkozy, avec même un peu Chirac dans les derniers temps. Et puis il y a une tradition bonapartiste. C'est en réalité une droite autoritaire et plébiscitaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une droite qui aime le recours au peuple, qui est pour un pouvoir assez fort, mais qui n'est pas un pouvoir justement soit fasciste, soit héréditaire comme le bonapartisme. C'est plutôt, je vais utiliser un mot qui va peut-être encore énerver parce qu'il faudrait le définir, mais c'est du boulangisme qui s'est transformé à travers les époques jusqu'au gaullisme, le gaullisme d'origine, si vous voulez, et qui ressurgit aujourd'hui. Alors, il faut nous expliquer comment vous passez du boulangisme, nous rappeler le souvenir de boulanger, et comment vous passez de cela au parce que, gaullisme. si vous voulez, le boulangisme a été très méconnu dans l'histoire française, mais il a eu une influence beaucoup plus grande que l'on ne l'imagine. Qu'est-ce que c'était le boulangisme? C'était des gens, à la fois des beaux quartiers et des quartiers populaires, qui étaient réunis autour de la figure d'une personne, le fameux général Boulanger, qui voulait au fond mettre fin à ce qu'on appelait le parlementarisme absolu, au profit d'une république consulaire, d'une république présidentielle. D'ailleurs, on utilisait déjà le terme à l'époque. Et ça a eu des influences ensuite, dans les années 30, sur les Croix de Feu, sur le Parti social français du colonel de la Rocque. Et il ne faut pas oublier que ce courant était très important. Il était même plus important en nombre d'adhérents que le Parti communiste, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et il est ensuite arrivé au RPF en 1947. Et cette tradition, si vous voulez, s'est perpétuée quasiment jusqu'à nos jours. Et on la voit beaucoup plus forte aujourd'hui parce que pendant longtemps, elle a été un peu occultée. Ludovic Vigogne, on parlait de l'espace politique de Valérie Pécresse aujourd'hui. Donc, elle est coincée entre une droite dure qui est aujourd'hui le double de ce qu'elle aurait pu être, puisqu'elle a 2 candidats, et Emmanuel Macron qui pourrait être considéré par un certain nombre d'électeurs, en tout cas, comme un bon candidat de droite. Que peut-elle faire ? Longtemps, Valérie Pécresse a estimé que la priorité de son camp devait être de faire revenir les électeurs LR qui avaient été séduits par Emmanuel Macron dans son giron. C'était une de ces différences majeures avec Laurent Wauquiez, qui lui estimait qu'il fallait d'abord faire revenir les électeurs de droite partis vers Marine Le Pen. Valérie Pécresse, élue d'une région où le macronisme avait triomphé en 2017, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives, a été rappelé une anecdote que lui avait formulée David Cameron, l'ancien Premier ministre conservateur. Cameron lui avait expliqué que les Tories, quand Tony Blair était au pouvoir et qu'il occupait l'espace central, avaient commis une erreur majeure en se déportant un peu plus à droite, en chevauchant tous les sujets les plus réactionnaires et en laissant encore un peu plus d'espace à Tony Blair. Et c'est une fois que Cameron a pris les rênes du Parti conservateur anglais, qu'il a réaxé, qu'il a retrouvé le pouvoir. Et donc Valérie Pécresse, longtemps, a expliqué ça. Aujourd'hui, elle va devoir compléter cette stratégie-là d'une autre stratégie qui est destinée à contrer Éric Zemmour. Pour cela, on l'a dit, elle a durci ses propositions sur le plan régalien, sur le plan migratoire, sécuritaire, à l'image de l'ensemble des autres candidats qui étaient à ses côtés lors du Congrès. Et puis, elle va jouer aussi la carte de la compétence. Elle le dit, elle le disait dès samedi lors de son discours de victoire. Éric Zemmour est un diviseur. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'expérience du pouvoir. C'est là-dessus qu'elle va essayer de retenir les électeurs LR qui pourraient être séduits par Éric Zemmour. Mais alors, justement, parce que au sein donc des électeurs LR qui pourraient être séduits par Éric Zemmour, comme vous le dites, il y a la sensibilité qu'incarnait Éric Ciotti, avec aussi un certain nombre d'hésitations. Pendant quelque temps, on s'est demandé où se rangerait Éric Ciotti. Il a considéré que la manière dont Valérie Pécresse avait présenté sa victoire n'était pas satisfaisante. Qu'est-ce que ça augure pour la suite, Ludovic ? D'abord, Éric Ciotti, qui a fait un score qui le fait passer pour le
l'autre gagnant de cette élection, complètement inattendu. Au départ, tout le monde l'imaginait comme une candidature de témoignage, puis un faiseur de roi. Il se retrouve en tête du premier tour, il fait 40% au second tour. Ça en fait de fait l'autre gagnant, et il compte capitaliser ce résultat. Donc il joue le rapport de force auprès de Valérie Pécresse pour essayer d'avoir le rôle le plus influent auprès d'elle durant sa campagne. Dès samedi, il employait quand même cette drôle de formule en disant qu'il voulait livrer côte à côte le combat présidentiel avec elle, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, c'est elle qui a gagné. Il rappelait hier qu'il souhaitait que certaines de ses idées soient reprises dans le projet de Valérie Pécresse, qui avait dans un premier temps affirmé que c'est son projet qui avait été choisi par les adhérents. Valérie Pécresse, elle, aura besoin de lui. Il parle à une frange de l'électorat LR auquel elle parle moins. Il l'empêche, cette frange-là, de basculer dans les bras d'Éric Zemmour. Alors c'est vrai que c'est fait au prix de certaines ambiguïtés. Durant toute la campagne du Congrès, Éric Ciotti a ménagé Éric Zemmour. On le sait, il a expliqué qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron, il voterait pour Éric Zemmour. Mais malgré tout, Valérie Pécresse doit faire avec ces ambiguïtés et le risque potentiel même de trahison peut-être un jour que ça peut avoir. Et oui, parce que Jacques de Saint-Victor, alors vous avez considéré que les trois catégories classiques de René Raymond pour la droite n'étaient pas opérantes véritablement, mais si par exemple je vous disais que Emmanuel Macron pourrait, après tout, constituer un bon candidat orléaniste, qu'est-ce que vous me répondriez? Non, oui, je n'ai pas de difficulté avec ça, c'est sûr. C'est une tradition qu'on appelle libérale qui, sur ce plan, disons économique, correspondrait parfaitement à cette définition. Mais n'oubliez pas justement ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette droite de valeur, comme on dit. Et cette droite de valeur, vous pouvez... La droite bonapartiste. Non, justement. Cette tradition que René Raymond appelle injustement ou maladroitement légitimiste. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une droite qui est attachée à des fondamentaux, je dirais, sur le plan de la famille, de la religion. Et puis aussi, plus largement, parce que c'est un débat nouveau qui est surgi dans le paysage, attaché par exemple à ce qu'on ne remette pas en cause les grands fondamentaux de l'histoire de France, qu'on ne critique pas Colbert ou des choses de genre. Voyez, Flaubert non plus. Flaubert non plus, mais pas grand monde actuellement ne le critique. Et par conséquent, cette sensibilité-là, vous ne la trouvez pas chez Emmanuel Macron, mais en revanche, vous allez la trouver chez des gens qui sont aussi libéraux sur le plan économique, mais qui ont une sensibilité plus conservatrice, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs le cas nécessairement de Valérie Pécresse, mais d'autres qui peuvent avoir un programme tout aussi économique, tout aussi libéral sur le plan économique, mais qui sont plus conservateurs sur le plan des mœurs. Un mot, Ludovic Vigogne, là-dessus? Valérie Pécresse, elle coche quand même beaucoup de cases. Elle est libérale, il faut le dire. Elle veut afficher l'image de l'autorité. Elle parle plus d'environnement que beaucoup de gens à droite, même si elle a encore du mal à dire exactement ce qu'elle met derrière ce concept-là. Elle parle beaucoup de la famille. Elle a fait des propositions très claires pour revenir sur la réforme Hollande en la matière durant son quinquennat. Et donc, elle coche quand même un certain nombre de cases qui peut faire qu'elle a un spectre assez large et qui peut, si c'est tout son pari, à la fois plaire à une certaine frange de l'électorat droitier et à une certaine frange de l'électorat macroniste. Ludovic Vigogne, vous êtes journaliste politique à l'opinion. Tout restera en famille. C'est le livre que vous publiez chez Fayard. Jacques de Saint-Victor, on vous doit notamment les antipolitiques chez Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va continuer d'évoquer l'état de la droite aujourd'hui. On parlera aussi de la droite extrême avec notamment le meeting d'Éric Zemmour et on verra comment ça peut influer sur la manière dont Valérie Pécresse pourrait ou pourra mener sa campagne. 8h sur France Culture. Et oui, et pour évoquer la situation politique, cette campagne présidentielle, nous sommes en compagnie de Jacques de Saint-Victor, historien du droit et des idées politiques, professeur des universités à Sorbonne Paris-Nord. On vous doit notamment une histoire de la République en France aux éditions Economica. Ludovic Vigogne, journaliste politique à l'opinion, auteur de Tout restera en famille aux éditions
Fayard, une histoire, un moment d'histoire de la droite française, Ludovic Vigogne, sur la question des primaires où l'on voit bien qu'il y a à la fois Éric Zemmour d'un côté et Emmanuel Macron pour Valérie Pécresse. Aujourd'hui, que peut-elle faire pour mener campagne et tenter de dégager un espace politique, d'autant que, a priori, celui qui, si l'on en croit les sondages, était le favori, non pas pour les sympathisants et les militants, mais pour les électeurs, c'était Xavier Bertrand. Elle va devoir à la fois jouer sur les deux fronts, empêcher d'autres électeurs LR de partir vers Emmanuel Macron, qui, on l'a vu lors de la dernière allocution solennelle qu'il a prononcée, a clairement ancré sa campagne à droite, en parlant du travail, en pointant, même s'il n'employait pas le mot, l'assistanat. Et d'un autre côté, elle va devoir essayer de juguler ceux qui pourraient être tentés de partir vers Éric Zemmour. C'est une mission extrêmement compliquée. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a plutôt l'image d'une femme appartenant à la droite gestionnaire. Ça peut parler à l'électorat macroniste. Elle va devoir la compléter par l'image d'une femme d'ordre. Alors, pour être juste, c'est pas des propositions, par exemple, qu'elle a avancées sur l'immigration ou la sécurité ces dernières semaines. Elle les a employées déjà, elle les énonçait déjà ces dernières années. C'est pas une nouveauté dans sa bouche. Mais c'est vrai qu'aux yeux du grand public, ça apparaît davantage. Est-ce qu'elle va réussir à l'ancrer et à l'incarner pour parler à cet électorat plus droitier? Ça va être son défi. Jacques de Saint-Victor, votre point de vue? Oui, je crois que sa difficulté pour ce qui la concerne, c'est qu'arrive dans le paysage politique, non seulement il y a Marine Le Pen, mais arrive Éric Zemmour. Et c'est vrai que ça droitise nécessairement le débat. Et donc, moi, je regarde ça de l'extérieur. C'est vrai qu'on se dit qu'elle va avoir du mal à ne pas être cataloguée comme représentante d'un centre un peu plus à droite que Macron, un centre un peu plus, disons, libéral. En fait, aujourd'hui, on voit réapparaître une droite beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée, et qui avait disparu, d'autant plus que Marine Le Pen avait opéré une sorte de mutation vers quelque chose d'un peu plus modéré. Son slogan au départ devait être sur la liberté. Et justement, parce que si vous poursuivez dans votre raisonnement, l'une des particularités du moment que nous traversons sur le plan politique, c'est qu'il y a eu donc une primaire écologiste, une primaire chez les Républicains, et puis il y a aussi une forme de primaire à l'extrême droite, puisqu'il y a aujourd'hui 2 candidats au moins, et en réalité il y en a même un troisième avec Dupont-Aignan, je ne sais pas ce qu'il en est pour François Asselineau, bref, il y a vraiment une primaire à l'extrême droite. Quelles peuvent être les conséquences de cela, Jacques de Saint-Victor? C'est pas vraiment une primaire, puisqu'ils vont se présenter a priori l'un contre l'autre. Donc on aura un premier tour, si vous voulez, qui normalement va les départager. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre qu'il y ait autant de candidats d'une droite, disons, affirmée, d'une droite beaucoup plus forte que ce que l'on avait l'habitude d'avoir dans le paysage français depuis, dirons-nous, depuis les années 1990. En fait, on revient à des phénomènes, c'est pour ça que je me permettais de réévoquer des choses beaucoup plus anciennes, on revient un peu à des phénomènes des années 50 jusqu'aux années 70, où on avait quand même, il ne faut pas l'oublier, par exemple, le gaullisme avait une affirmation extrêmement de droite autoritaire que l'on retrouve chez certains de ces candidats. Alors après, ce qui va les départager, je pense que ça sera plutôt la personne que véritablement le programme. Les gens ne regardent plus beaucoup le programme, sauf quelques mesures vraiment significatives. Qu'en pensez-vous, Ludovic Vigogne? D'abord, moi je pense qu'avant de répondre un peu plus spécifiquement, qu'il faudra toujours garder un élément en tête, c'est que la question des 500 signatures n'est pas réglée pour Éric Zemmour. Et que ça peut quand même reconfigurer dans la dernière ligne droite le paysage. Vous voulez dire qu'il pourrait ne pas les avoir. C'est quand même on l'a vu ces dernières semaines, après une flambante ascension, les dernières semaines ont été plus difficiles. On voit qu'il a vraiment fracturé la société. Pour un maire parrainer Éric Zemmour,
ce n'est pas simple à mon avis. Donc ça sera quand même quelque chose qu'il faudra garder en tête jusqu'au bout et ça reste une inconnue dans l'équation présidentielle. Sur la compétition entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce qui a animé cet automne, ce qui est très intéressant, c'est que est-ce qu'elle n'a pas rendu service à Marine Le Pen? Est-ce qu'elle avait déjà commencé à aseptiser un peu son image? Ça l'a encore davantage aseptisé, ça lui a permis de se recentrer, de paraître moins provocante, moins clivante. Elle a joué aussi sur un phénomène humain, la victimisation, c'est toujours payant dans l'opinion, alors que Éric Zemmour avait des mots extrêmement méprisants pour elle. Et puis on l'a vu aussi mettre en scène des images, la montrant allant dans la France profonde, accueillie à bras ouverts, quand Éric Zemmour, lui, ne pouvait pas arpenter les rues de Marseille. C'est quelque chose qui a, entre le début de l'automne et la fin de l'automne, le rapport de force entre eux a clairement changé. On va voir si, à la suite du discours de Villepinte hier d'Éric Zemmour, où il a essayé un peu de reprendre la main, à nouveau la situation s'inverse. Ce qui est très intéressant hier, c'est qu'Éric Zemmour a ménagé Marine Le Pen, il n'en a pas parlé quand il a vraiment visé les Républicains, quand il a vraiment attaqué Valérie Pécresse. Mais alors, Ludovic Vigogne, le problème est double pour Marine Le Pen. D'un côté, donc, il y a la question de la normalisation que vous évoquiez. De l'autre, il y a l'attaque en procès d'incompétence ou, disons, le souvenir de la dernière campagne présidentielle. Et là, la présence d'Éric Zemmour ne change rien à cette donne. Non. Malgré tout, ce qu'on pouvait remarquer, c'est qu'avant que Éric Zemmour débarque dans le paysage, Marine Le Pen s'était rétablie de son débat raté de l'entre-deux tours. D'abord, personne au sein de RN ne l'a contesté, elle a réussi à garder la main, Marion Maréchal a pris du recul, et elle est la candidate de sa famille. Et puis, les intentions de vote montraient qu'elle s'imposait clairement pour le second tour, et tout le monde annonçait inéluctable le second tour Macron-Le Pen. Oui, Jacques de Saint-Vitan. Pardon, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne joue pas sur le même ressort de populisme, puisque c'est un terme à la mode. Le populisme de Marine Le Pen est beaucoup plus social et le populisme d'Éric Zemmour est beaucoup plus politique. En ce sens que Marine Le Pen vise vraiment l'opposition peuple-élite. Hein. C'est clairement, je suis du côté du peuple contre les élites qui ont échoué. Et Éric Zemmour est plus dans un populisme politique, c'est-à-dire le peuple plus la bourgeoisie nationale. Hein, vous voyez, reprenant d'ailleurs des distinctions très classiques de la configuration marxiste, Nikos Poulantzas disant la bourgeoisie nationale avec le peuple contre la bourgeoisie comprador, c'est-à-dire la bourgeoisie qui fait le jeu des grandes multinationales américaines pour le populisme sud-américain. Et traduit ici, ça explique aussi que Éric Zemmour, comme vous l'avez très justement dit, ne l'a pas attaqué cette fois-ci, parce qu'en fait, il veut aussi prospérer sur ce populisme beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire avoir le peuple. Pour l'instant, il semblerait justement, ce peuple de droite hésite entre elle et lui. Mais alors, parce que cette synthèse-là, donc c'est la synthèse boulangiste que vous évoquiez c'est pour ça. Il y a quelque temps, est-ce qu'elle est aujourd'hui possible ? L'avenir le dira. En tout cas, c'est ce qu'il tente de faire, parce qu'on voit très bien qu'il y a une partie de cette bourgeoisie, disons, qui aurait pu être tentée par le jeu élitaire avec Emmanuel Macron, et qui, sur certains thèmes que j'évoquais de type culturel, c'est-à-dire, par exemple, identitaire, se retrouverait plus dans le discours d'Éric Zemmour. Alors, cette bourgeoisie-là, elle doit aussi constituer, malgré tout, l'une des cibles de Valérie Pécresse, parce qu'il faut bien qu'il y ait, malgré tout, des électeurs pour les Républicains, faute de quoi le parti se viderait, Ludovic Vigogne. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un électorat auquel parle assez naturellement Valérie Pécresse, figure de la droite des gestionnaires, libérale, attachant beaucoup d'importance à l'équilibre des comptes, élu d'une région où les CSP+, sont largement représentés, et on a vu s'inscrivant dans l'héritage filloniste, et l'ancien Premier ministre parlait particulièrement à cet électorat-là, mais ça ne suffira pas pour elle. Il est évident qu'elle doit s'adresser aussi aux classes moyennes. Dans son projet, il y a une mesure qui peut leur parler, qui est l'augmentation de 10% des salaires jusqu'à 2,5
2,2 SMIC. Ça, c'est clairement une mesure qui est destinée à les séduire. Dans son discours de samedi, elle a expliqué qu'elle irait à la rencontre des Français des ronds-points. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas faire ça. C'était quelque chose que développait beaucoup Xavier Bertrand dans sa campagne, qui lui estimait clairement que sans la classe moyenne, la droite ne pourrait pas revenir au pouvoir. Valérie Pécresse va devoir aussi envoyer des messages à cet électorat-là très clairs. Mais alors, il y a la possibilité donc pour elle d'envoyer des messages, de se distinguer aussi peut-être d'Emmanuel Macron sur la question, je ne sais pas, de l'identité, sur la question éventuellement de l'attitude par rapport à l'immigration, puisque là, elle est attendue évidemment par l'aile droitière du parti, et notamment par Éric Ciotti, Ludovic Vigogne. Oui, elle va essayer de convaincre qu'en la matière, le bilan d'Emmanuel Macron est négatif. Elle emploie une formule qui est assez intéressante, qui est qu'elle veut remettre de l'ordre dans les rues et dans les comptes publics. C'est exactement la formule d'Édouard Philippe. Donc elle sait très bien qu'elle va essayer de décrocher, elle peut essayer de décrocher l'électorat de droite modéré en lui faisant miroiter l'idée qu'elle sera plus réformatrice, plus courageuse et qu'elle peut avoir un bilan plus conséquent que le chef d'État. Emmanuel Macron, d'ailleurs, en est tout à fait conscient. On a bien vu, à mi-temps du quinquennat, une réorientation sur les sujets régaliens. Il a musclé son discours. Ce sera un enjeu, les questions migratoires de la présidence française de l'Union européenne, où il essaiera d'obtenir quelques résultats malgré la complexité du sujet. Il est très conscient que ça peut être un point faible de son bilan. Jacques de Saint-Victor, il y a aussi des thèmes nouveaux qui ont été introduits par Éric Zemmour. Je vous donne 2 exemples à cet égard. Le premier exemple, c'est le masculinisme. C'est un thème qui n'existait pas, et pour cause, dans la campagne de Marine Le Pen. Et puis le second thème, qui est également un thème nouveau à l'extrême droite. De plus en plus, le discours de l'extrême droite du Rassemblement national était plein de thématiques sociales. Et là, on a au contraire un discours chez Éric Zemmour qui revient de manière singulière à une droite classique, libérale, très libérale. C'est nouveau. Oui et non, puisque justement, je vous c'est nouveau par rapport au RN. C'est un populisme plus politique que social, justement, Éric Zemmour. C'est ce qui va le distinguer de Marine Le Pen. Et de ce point de vue, en effet, il peut tout à fait se réclamer, alors, je ne sais pas, mais des exemples genre trumpistes, si vous voulez, où on voit en effet c'est-à-dire qu'on va mobiliser ce mélange-là, un idéal populaire et un programme économique assez libéral, parce qu'on pense que ce libéralisme-là va favoriser tout de même une partie de la petite classe moyenne qui n'est pas protégée et qui donc a besoin de ce libéralisme-là. Ce n'est pas un libéralisme, disons, de la mondialisation, c'est plutôt le libéralisme local. Et pour le masculinisme, là, je pense que c'est surtout un gros point faible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec l'électorat féminin, c'est très bizarre d'adopter c'est-à-dire qu'en fait, ça va accroître encore ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire la différence entre le vote féminin et le vote masculin, qui est traditionnellement inférieur dans les partis républicains. D'ailleurs, chez les républicains aux États-Unis, c'est selon vous un risque, Ludovic Vigogne, pour Éric Zemmour? Ce qui est très intéressant à noter, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est entouré de 2 rivales, avec un E, qui est Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et ça, pour lui, ça change forcément un peu la donne. S'il a attaqué Valérie Pécresse hier assez fortement, il ne peut pas le faire de façon trop méprisante. On voit bien que la façon dont il a parlé de Marine Le Pen, la façon dont il a parlé des femmes, a été un boulet dans le début de sa campagne, et qu'il doit aujourd'hui faire un peu plus attention. Donc ce sera quelque chose pour lui à surveiller. D'autant plus que les rapports entre Valérie Pécresse et lui, sur le plan humain, sont absolument exécrables. Ça, ce sera une donnée aussi psychologique de l'équation. Même si ça n'a pas gêné, alors c'est dans d'autres contextes, mais il y a différents candidats dits populistes qui ont très bien réussi cette équation, Jair Bolsonaro et Donald Trump. Oui, mais je pense que spontanément, Éric Zemmour a beaucoup de mépris
pour Valérie Pécresse. Elle est chiracienne et il n'a aucune estime pour Jacques Chirac. Elle est femme de pouvoir. Hein, je n'oserais dire que pour lui, ça peut être quelque chose de disqualifiant. Alors qu'il a eu que ces dernières années, quand il était journaliste, il a fréquenté tout ce que la droite comptait de ténors. Il n'a jamais fréquenté Valérie Pécresse. Dans son livre, La France n'a pas dit son dernier mot, il se glorifie de la manière dont il a traité, quand il était chroniqueur chez Laurent Requier, l'écrasant véritablement. Et donc, ce sera quand même un point psychologique intéressant entre eux. Jacques de Saint-Victor. Oui, en fait, ce que pointent les critiques, notamment comme Éric Zemmour ou même aussi Marine Le Pen, c'est la crédibilité, en fait. Et ça se retrouve beaucoup dans le langage de droite classique. C'est ils disent ça, mais ils ne vont pas le faire. Et c'est ce qu'a essayé de pointer dans son discours d'hier Éric Zemmour en disant c'est une chiracienne, c'est-à-dire elle va nous sortir plein de mesures sur le plan programmatique et elle ne va rien faire sur le plan pratique. Et c'est sur ce plan-là que se jouera au fond la campagne à droite. Est-ce qu'elle va incarner, est-ce qu'elle va paraître crédible dans son nouveau discours sur les réformes, dont certains éléments de langage sont déjà un peu dépassés ou datés. Je pense notamment, elle dit « je suis la droite du fer ». La droite du fer, moi, ça me fait penser au discours de Berlusconi. Il y a un jeu de mots, puisqu'elle se présente comme la dame de fer. Voilà, la dame de Bravo. fer. Mais ça fait tout à fait penser au discours de Berlusconi. Je suis le parti du fer, il partito del fare. C'est les années 90, ça. Plus personne aujourd'hui n'accepte ou en tout cas ne se laisse prendre par ces éléments de langage. Donc le débat se jouera sur ça, sur la crédibilité à vraiment faire des réformes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Valérie Pécresse, elle, de son côté, va avoir le rapport paradoxal à Éric Zemmour qu'a eu la droite ces dernières semaines, qu'ont eu tous les républicains ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'à la fois, il est une menace, parce qu'il peut attirer une frange non négligeable d'adhérents LR vers lui, et à la fois, il est un espoir, parce que depuis qu'il a surgi sur la scène politique, il a rendu plus accessible le second tour. Il a affaibli Marine Le Pen. Il rend plus facile, il peut faire accéder au second tour de manière plus facile en ayant un score moindre que ce qui était attendu. Et donc, il est à la fois un espoir, il est à la fois une menace. Il ne faut pas qu'il soit trop fort, il ne faut pas qu'il soit trop faible. Ça ne simplifie pas à arrêter une stratégie, je pense, quand on est face à une telle équation. De l'autre côté, la gauche et son état. Alors, on a vu aussi ce week-end Jean-Luc Mélenchon qui veut s'imposer comme étant le candidat naturel de la gauche, même si celle-ci est éclatée. Qu'en pensez, Jacques de Saint-Victor? Sur la gauche, la gauche actuellement, dans ses expressions politiques, elle a une difficulté aussi de crédibilité. C'est-à-dire qu'elle semble affronter une crise sociale en répondant par des arguments sociétals. Et donc je pense que c'est une des raisons qui explique aujourd'hui qu'elle a beaucoup de difficultés à prendre dans l'opinion, et notamment l'opinion populaire, parce que tous les débats autour de questions comme le genre, comme les questions postcoloniales ou autres, sont des débats importants, mais qui ne prennent pas du tout par rapport aux préoccupations, disons, immédiates des gens. Mais même des questions telles que les questions fiscales ou, oui, des réformes économiques qui... Alors, le discours de Mélenchon que j'ai écouté était au début très très bon. Ça revenait à la vieille fibre un peu jacobine. Et ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il porte. Mais ensuite, très vite, ça peut déborder vers d'autres préoccupations parce qu'il y a une nouvelle population, notamment vers les banlieues et autres. Et je pense que là, ça brouille et ça rend un peu plus difficile un discours de gauche traditionnel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic? On voit bien que depuis la campagne, c'est le match Macron, Pécresse désormais, Zemmour et Le Pen qui dominent. Ce sont le match entre les nuances de droite qui occupent, qui saturent l'espace politique et médiatique. Et que la gauche, et quel que soit son représentant, n'arrive pas à fracturer ce mur-là.
tant que cela durera ainsi, elle restera inaudible. Ce qui l'affaiblit aussi, c'est qu'elle ne représente aucune chance de victoire. La multiplicité des candidatures, la faiblesse de leurs scores respectifs les font paraître déjà hors jeu. Et donc c'est toute la difficulté pour la gauche. La difficulté aussi politique de mobiliser sur l'écologie, qui est un vrai thème, mais un thème tellement lointain que par rapport à d'autres thèmes plus immédiats, ça prend moins. Ça dépend à quelle élection, puisqu'on a vu des mobilisations plus fortes pour l'écologie. Oui, mais là, on est sur une présidentielle. Je pense que c'est ce qui explique cette difficulté. Et d'ailleurs, je dirais, la grande énigme que l'on verra d'un point de vue historique, mais dans quelques années, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de muter? On a toujours dit, normalement, l'élection présidentielle se joue au centre. Et aujourd'hui, la question qui peut se poser, je ne suis pas sûr de la réponse, mais est-ce qu'elle ne va pas commencer à se jouer à droite? C'est la question nouvelle. On a dit aussi, alors on l'a dit avant l'élection d'Emmanuel Macron, Ludovic Vigogne, que la politique était une affaire de professionnels. On a quand même vu que les débuts de campagne, je veux dire de campagne officielle à partir du moment où il était candidat d'Éric Zemmour, ont été compliqués parce que, par exemple, dans une interview à TF1, eh bien, Éric Zemmour ne s'est pas comporté comme un homme politique. Il a répondu aux questions, il a fait un certain nombre de choses que les hommes politiques ne font plus depuis longtemps, se livrant ainsi à une prestation que d'aucuns ont qualifiée de décevante. Qu'en pensez-vous? Tout l'enjeu de l'automne pour Éric Zemmour était de réussir sa mue, de passer du polémiste au candidat crédible à l'Élysée. On voit bien que c'est très difficile et qu'on ne s'improvise pas candidat à l'Élysée, que lui-même a été désarçonné par le mode de traitement qui lui a été réservé lors de différentes interviews ces dernières semaines. Vraiment désarçonné, ou alors il a fait mine de l'être en se posant, je ne sais pas, en victime? Non, je pense que, alors évidemment, quand on ne réussit pas, on préfère se faire passer en victime, mais on montre aussi qu'on est mauvais joueur. Quand on s'en prend à un journaliste après une interview, si Éric Zemmour n'a pas été bon, c'est parce qu'il n'a pas su s'imposer aux journalistes et répondre de manière suffisamment claire pour que le message soit perçu. C'est toute la difficulté aujourd'hui à laquelle est confronté Éric Zemmour, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, l'environnement autour de lui brouille son message. On l'avait vu à Marseille, on l'a vu lors de ses dernières interviews où il ne pouvait pas dérouler son programme parce qu'il était ramené à des propos anciens. On l'a vu hier à Villepinte où les affrontements ou les menaces contre les journalistes ont emporté le contenu de son message. Aujourd'hui, on parle plus de ce qui s'est passé aux alentours de la réunion publique que de ce qu'il a dit très concrètement. Et pour lui, c'est un vrai problème. Oui, je pense que vous avez raison, mais je serais toujours un peu plus prudent parce que moi, j'ai étudié dans les antipolitiques ce qui s'est passé en Italie au moment de la victoire de Beppe Grillo. Et on peut, là, si ça fonctionne comme jadis, comme toujours, je dirais, ce que vous dites est tout à fait juste. Est-ce qu'on n'est pas vers une mutation de l'appréhension que l'on a du discours et du débat politique? C'est la grande question. Et de ce point de vue, ça pourrait être au contraire cette attitude totalement disruptive, totalement étrange par rapport aux procédures classiques de faire de la politique, eh bien, ça pourrait être peut-être au contraire une clé de succès à la mode Trump. Mais c'est pas sûr. En fait, les Français restent tout de même un peuple très politique. Mais dans ces conditions, il importe d'être disruptif et je ne parle pas du fond. Le fond, chacun le juge comme il veut le juger, mais en tout cas, Éric Zemmour, lors par exemple de cette interview sur TF1, ou alors juste avant dans une interview à France Info, n'avait pas été très disruptif dans la forme, et il avait même répondu de manière peut-être un peu laborieuse aux questions qui lui étaient posées. Oui, il avait semblé surpris par quelques questions de fond. Donnant le sentiment d'être mal à l'aise dès qu'il sortait de sa zone de confort, qui était la thématique migratoire et identitaire. C'est ça qu'il doit essayer aujourd'hui de combler. Je pense qu'il a compris cet automne que quand on était candidat à l'Élysée, on ne pouvait pas faire campagne uniquement sur un thème, que ça ne suffisait pas, que vous êtes interrogé quand vous êtes candidat sur tous les sujets sur un spectre extrêmement large. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, il a quand même beaucoup parlé d'économie, et sans doute, il va s'emparer d'autres sujets dans les semaines qui viennent.
Il va beaucoup parler d'histoire aussi, vous qui êtes professeur, non pas d'histoire, mais d'histoire du droit. Et puis, on vous doit quand même un très bon livre sur l'histoire de la République. Lorsqu'il parle de Bonaparte, ce genre de choses, est-ce que... Ça résonne parce que ça correspond à une sensibilité française. Vous savez, les Français, ils aiment Louis XIV, Bonaparte, De Gaulle. Alors, ils font un mélange de tout. Ça donne ce qu'on pourrait appeler une république plébiscitaire, c'est-à-dire la rencontre d'un homme et d'un peuple. En réalité, on oublie un peu parce qu'on a tellement mythifié De Gaulle, mais le discours de 62 la réforme de 62 avait été très critiquée par notamment la gauche en disant mais ça risque de nous ramener aux logiques plébiscitaires de Napoléon III. Donc en fait, il correspond à un ADN de droite, je dirais très classique, qui avait un peu tendance à avoir disparu parce qu'il y avait les réformes. Il y avait le mouvement libéral dans les années 90, la mondialisation heureuse. Comme tout ça est en train de disparaître, eh bien, ressurgit ce vieux fond français. Alors, je renvoie à votre ouvrage « Histoire de la République en France », c'est chez Economica et c'est coécrit avec Thomas Brantôme. Et puis « Les antipolitiques », c'est votre livre chez Grasset. Ludovic Vigogne, on vous lit presque quotidiennement dans le journal L'Opinion. Et puis, on peut lire cet ouvrage que vous avez consacré à la droite française d'aujourd'hui. Tout restera en famille et c'est chez Fayard. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.